Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais pas du tout prévu de tourner cette semaine, mais bon, on approche des 3 ans que je suis graphiste à mon compte, freelance pour les intimes, et je pense qu'il était donc grand temps qu'on fasse un bon gros bilan de ces 3 premières années. D'ailleurs, dans le monde de l'entrepreneuriat ou de la création d'entreprise, on dit souvent que les 3 ans, c'est vraiment un cap, c'est vraiment une année charnière ou voilà, une étape clé dans son entreprise, parce que quand vous voulez louer un logement, faire un prêt, investir, etc., on va souvent vous demander les bilans de vos 3 premières années. Donc c'est que vraiment c'est important de poser des bases solides pour ces 3 premières années. C'est vraiment sur ça qu'on va se baser pour savoir si votre entreprise elle est pérenne, si elle fonctionne correctement, voilà, si elle a les reins assez solides. Donc aujourd'hui je me suis mis un petit pull, j'ai profité qu'il fait un petit peu plus frais pour filmer cette vidéo. Ça va être vraiment très détente, on va papoter entre nous. Je fais un petit disclaimer avant de continuer la vidéo. Si jamais vous avez un rapport avec les vidéos bilan un peu, comme on dit, amour-haine, je vous invite à pas forcément regarder la vidéo, à essayer de pas être trop curieux et d'avoir le courage et le cran de cliquer sur la petite flèche, la petite croix. Voilà, vous n'êtes pas obligé de consommer ce genre de vidéo si ça ne vous convient pas. Moi, je sais que j'ai un rapport hyper positif avec les vidéos bilan des autres parce que c'est vraiment quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me donne un point de repère, donc qui m'aide voilà, à ajuster mes propres objectifs. Donc voilà, soit essayez de switcher votre mindset au fur et à mesure de la vidéo en essayant justement de trouver de la motivation à travers mon vécu et mon expérience, soit vous n'êtes pas obligé de la regarder et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo autour du graphisme. D'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, c'est la vidéo sur les briefs fictifs. Voilà, je vous la pose là, comme ça. Je me suis fait une petite liste de questions pour avoir une structure dans cette vidéo et on commence tout de suite avec qui es-tu, que fais-tu, pourquoi as-tu décidé de devenir graphiste freelance et quel a été ton parcours avant de te lancer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, moi je m'appelle Camille, je suis donc la créatrice du Studio Yuna, c'est mon entreprise de graphisme. Et pour revenir très rapidement sur mon parcours, parce que j'en ai parlé dans 1 milliard de vidéos je crois, donc je vous invite à aller voir toutes mes vidéos bilan, FAQ, etc. À chaque fois je le répète, je vais faire très court pour ceux qui l'ont déjà entendu. Je n'ai pas de diplôme déjà, j'ai pas de diplôme dans le graphisme, j'ai pas fait d'études dans le graphisme. Tout ce que j'ai appris du graphisme, ça vient en fait de ma passion pour le graphisme que j'ai depuis, je pense, le collège. Comment j'ai décidé de devenir graphiste, franchement ça s'est fait assez par hasard parce que je fais partie de cette génération où quand on parlait de métiers créatifs à l'école, en fait je voulais être graphiste pour les jeux vidéo et on m'avait rigolé vraiment au nez comme si j'avais sorti un truc de fou. Donc moi j'ai très vite abandonné tout ce qui était créatif pour faire des études beaucoup plus strictes on va dire. Et donc à la suite de mes études, moi voilà, je voulais vraiment être à mon compte, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu être indépendante. J'ai un gros problème avec tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est travailler pour les autres, etc. J'ai beaucoup de mal, donc je sais que je voulais être à mon compte parce que je voulais être maîtresse de mon temps. C'est pour ça même que j'ai fait mes études à la fac, parce que déjà à la fac tu peux mieux gérer ton temps, mieux gérer ton organisation, voilà, c'est vraiment, tu peux faire comme tu veux, un peu entre guillemets, c'est aussi un piège parce que du coup il faut savoir se gérer. J'ai créé ma première entreprise qui était une entreprise de cosmétiques pour laquelle j'ai créé l'identité visuelle et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris déjà que ça pouvait être un métier d'être graphiste. Le graphisme côté identité visuelle, graphisme, création d'univers visuel pour une marque, etc. Et c'est surtout en fait quand j'ai créé ma marque et donc que j'ai créé mon identité visuelle, j'ai eu énormément de retours positifs, énormément de demandes aussi de travail alors que j'étais pas du tout lancée à mon compte pour justement voilà, on me demandait par quel graphiste j'étais passée pour créer mon identité visuelle. À chaque fois je répondais que c'était moi. Du coup voilà, j'avais beaucoup de clients qui m'attendaient en disant voilà, si un jour tu te lances à ton compte, on aimerait bien que tu refasses notre image de marque, etc. Donc comment dire, l'idée de devenir graphiste commençait à mûrir dans ma tête et voilà, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo bilan de ma première année en tant que graphiste, vous savez en tout cas que ça a été une année très compliquée. Donc j'ai switché, j'ai arrêté ma marque de cosmétiques pour me lancer en tant que graphiste freelance. D'ailleurs dans une des expositions que j'avais fait marque de cosmétiques, j'avais fait une exposition pour présenter ma marque, j'étais tombée sur une entreprise qui possédait plusieurs marques de parfums qui m'avaient embauchée en tant que freelance dans leur entreprise. Donc ça a été vraiment ma première expérience en tant que graphiste, plus quelques petits clients qui venaient à moi de ma première entreprise, donc comme je vous avais dit, qui attendaient que je me lance pour faire appel à moi. Voilà un petit peu mon parcours avant de me lancer et donc je me suis lancée en août 2022. En août 2022, j'aurai Studio Yuna. Ensuite, on commence donc du coup ces 3 premières années mes débuts en freelance, quels ont été mes premiers défis, est-ce que j'ai eu des doutes ou est-ce que j'ai envisagé durant ces 3 premières années de revenir au salariat. Alors je me suis noté 4 gros défis.
sur ces 3 années-là, j'ai eu 4 gros défis / challenge. Je vois pas forcément un défi comme quelque chose de négatif. Le premier fait marquant, c'est ce gros client, cette grosse entreprise qui a fait appel à moi en tant que freelance au tout début. Vraiment, j'ai commencé avec ça, c'est-à-dire que le premier mois où je me suis lancée, je faisais déjà 1200, 1700 de chiffre d'affaires, ce qui est bien pour une premier mois où j'avais jamais communiqué. Donc voilà, j'ai eu ce premier gros client qui m'a permis en fait déjà d'avoir un petit peu d'argent, qui m'a permis de faire mon expérience, qui m'a permis d'être de voir que ça pouvait fonctionner. Sauf que ça a été un premier défi parce que c'est aussi avec ce premier gros client que il a fallu que je m'impose en tant que graphiste et ça n'a pas été simple puisque du coup j'ai arrêté ce gros client qui me rapportait quand même pas mal de chiffre d'affaires, mais comme je vous ai dit, mon objectif en me lançant à mon compte c'était d'être libre de mon temps et en fait malheureusement en travaillant en tant que freelance pour une entreprise c'était un peu du salariat déguisé entre guillemets, tout le monde aime bien dire ça mais c'est la vérité, c'est que en fait quand ils me du travail, j'étais payée, mais quand ils avaient rien à me donner, j'avais pas de salaire et du coup j'avais pas assez de temps pour trouver d'autres clients pendant ces laps de temps où j'avais pas de mission. Donc en fait c'est le serpent qui se mordait la queue, quand j'étais trop dépendante d'eux en fait. Donc c'était bien parce que j'avais un salaire, je pouvais travailler de chez moi, je faisais ce que je voulais, mais j'étais pas libre de mon temps. Et en plus quand ils me demandaient une mission, il fallait que ce soit fait vite et voilà, c'était beaucoup de pression. Donc voilà, c'est pas un chemin que je voulais prendre. Donc j'ai très vite arrêté, je crois que j'ai fait ça peut-être 6 mois et j'ai bien fait de le faire puisque l'évolution m'a montré que c'était une bonne décision parce que avec un aussi gros client, j'aurais pas pu développer tout ce que j'ai développé à côté aujourd'hui, j'aurais pas pu avoir une entreprise qui fonctionne sans avoir besoin de démarcher, etc. Et en même temps, c'était trop incertain. Ensuite, deuxième fait marquant, deuxième défi, deuxième challenge, ça a été cette cliente qui est très vite venue à moi, pareil, au bout de 6 mois, je pense que ça arrivait juste quand j'ai arrêté avec cette grosse entreprise de parfumerie, je suis tombée sur une cliente qui faisait partie de mon entourage éloigné, mais entourage quand même, cliente très difficile qui m'a... Bon, moi, je dis tout le temps qu'elle m'a arnaqué parce que pour moi, c'est le mot. La finalité fait que, bon, ça va, on a réussi à se sortir de cette histoire, mais c'est une cliente qui a été très dure, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a mis une pression psychologique énorme, elle m'a remis en question sur mes compétences, sur mon humanité presque. Donc voilà, c'est une cliente qui m'a remis beaucoup en question, qui m'a fait tout chambouler, mon travail, moi, ma manière de voir les choses, etc. Ça a été très difficile, c'était une période très sombre, j'en ai beaucoup parlé. Je vais pas en reparler aujourd'hui. Mais voilà, moi aussi, je suis tombée sur ce client qui vous remet tout en question, ce client qui vous fait un peu tout chambouler. C'est un mal pour un bien parce que ça a été un gros défi parce qu'il a fallu que je surmonte cette épreuve, que je me laisse pas avoir, que j'ai mon dû. Ça a été compliqué. Et en plus de ça, que je me m'auto-flagelle pas trop non plus et que je prenne pas trop en considération tout ce qu'elle disait, que je prenne pas pour acquis tout ce qu'elle disait. Et voilà, moi derrière, en fait, je me suis dit, j'ai fait une pause, j'en avais parlé aussi pendant mon premier bilan, c'est pour ça que j'avais pas fait une hyper bonne année niveau chiffre d'affaires. Mais tout de suite, j'ai mis coup de frein à main quand j'ai eu cette mauvaise expérience. Je me dis non, on continue pas comme ça, on va se poser, on va revoir toute ton entreprise, on va voir tes formules, ta manière de communiquer, ton processus client, bref, j'ai tout revu de A à Z. D'ailleurs, tout ce que j'ai mis en place dans mon entreprise à ce moment-là, c'est tout ce que vous retrouverez dans ma formation d'Ayun Academy, tout ce que j'ai mis en place pour derrière en fait mettre le turbo dans mon activité, que ça me réarrive plus jamais, d'ailleurs ça ne m'est plus jamais réarrivé, que avoir une entreprise qui est pérenne, qui fonctionne, donc ça c'est tout ce que j'ai appris avec ma première entreprise aussi, j'ai pu le mettre à bien dans ma deuxième entreprise, mais tout ce qui est processus client, relations clients, trouver des clients, avoir des relations clients fluides, etc., tout ça je l'ai appris entre guillemets grâce à elle. Et ensuite je me suis mis un troisième défi, ça a été YouTube pour moi. En vrai pour moi je l'ai marqué parce que ça a été un gros défi, tout simplement. Premier défi, me montrer face cam. Ça a été très difficile de me montrer comme ça vulnérable devant vous. YouTube c'est pas pareil, j'avais beaucoup de mal en fait avec les contenus courts, vous le savez, de toute façon vous le voyez avec mes réseaux sociaux, j'ai du mal avec les autres plateformes. J'avais très souvent l'impression de me mettre en scène, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je scripte, qu'il faut que je fasse vite, qu'il faut que je parle pas comme j'ai l'habitude de parler. Enfin, c'est compliqué pour moi les formats courts, et avec le format long sur YouTube, j'ai trouvé vraiment mon petit rythme de croisière. Donc déjà premier défi ça avait été de me montrer, et deuxième défi ça a été par YouTube, ça a été d'être régulière. Et je pense que quand même j'ai été assez régulière, donc voilà. Je me suis marqué la formation en quatrième défi, ça a été de lancer ma propre formation de graphiste. Là encore une fois, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Alors pas forcément lancer une formation de graphisme, mais j'ai toujours eu envie de partager mon savoir, peu importe ce que c'était. Même à l'époque, quand je créais des cosmétiques, j'avais envie de faire des ateliers pour apprendre aux autres à créer leurs propres cosmétiques. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette envie de partage, cette envie de
d'apprendre en fait tout simplement aux autres. Ensuite, est-ce que j'ai eu des doutes? Est-ce que j'ai eu à un moment donné envie de retourner au salariat? Oui, notamment la première année. J'ai une maladie auto-immune qui a été déclenchée par le stress, et même si on en discutait d'ailleurs avec mes élèves de la Une Academy la dernière fois, on se disait que est-ce que le stress de l'entrepreneuriat il s'en va quand on génère des bons chiffres d'affaires, et moi j'avais répondu que non, puisque à l'époque quand je générais pas beaucoup de chiffres d'affaires, j'étais très stressée parce que voilà, c'était très stressant quoi, de se dire on sait pas où on va, on peut pas faire trop de projets parce que voilà, on sait pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années que je génère de très beaux chiffres d'affaires qui me permettent d'avoir une vie très convenable, en fait je stresse toujours autant. Voilà, c'est le statut qui fait qu'on stresse parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, même si pendant 2 ans j'ai fait des très bons chiffres d'affaires, tant demain tout s'arrête, et du coup ça fait qu'on est toujours un peu stressé. Et c'est donc une des raisons qui a fait que très souvent je pense à retourner au salariat pour avoir une vie plus sereine, plus saine, où je peux souffler un peu. Après, j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui sont hyper stressées aussi en étant salariées, parce que soit ils ont des patrons, des collègues qui sont pas corrects avec eux, soit parce que le métier est dur, donc en soi je sais pas si le fait de retourner au salariat ça enlève complètement le stress non plus. Ça enlève peut-être le stress financier parce que vous avez quand même une source de revenus qui est stable. Donc oui, j'ai beaucoup pensé lors de ma première année où je me suis lancée, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup quand moi je me suis lancée la première année en tant que graphiste, j'étais déjà pas en micro-entreprise, du coup j'étais en SASU à l'époque, mais j'étais déjà à mon compte depuis 6 ans. J'ai fini mes études et je me suis lancée à mon compte en 2018. Donc entre 2018 et 2022, ma première année en tant que graphiste, en fait j'en ai eu marre tout simplement. J'étais là, plus mes problèmes de santé, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre cette vie qui est très stressante, qui est très aléatoire? Voilà, je me suis beaucoup posé de questions. Mais là, ces dernières années, à chaque fois que cette pensée me venait, à chaque fois, ma conclusion, ça a été que non, je veux rester à mon compte, je veux continuer d'être libre de mon temps et de gérer ma propre entreprise. Ensuite, petit bilan après 3 ans. Donc, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ta manière de travailler depuis tes débuts? Quels ont été tes plus gros fails ou erreurs et tes plus grandes réussites ou fiertés? Ce qui a le plus évolué dans ma manière de travailler, je dirais que c'est la manière dont je gère mon temps. À l'époque, je perdais beaucoup de temps et d'énergie à, notamment, vous voyez, avec mon processus client du Kit All-in-One. Donc c'est mon processus client que j'ai mis à disposition à la vente, mais en fait, en vous le mettant à la vente, ça m'a permis moi aussi d'avoir mon process qui est à plat et d'utiliser toujours le même, et ce qui fait que en fait aujourd'hui je me concentre vraiment que sur la création. Je me concentre sur le cœur de la marque avec qui j'ai travaillé, je me concentre sur mon client, je me concentre sur vraiment l'identité visuelle, et je me concentre plus sur les devis, sur les factures, sur quel mail il faut que j'envoie à tel moment, puisque j'ai une ressource, une bibliothèque de mails qui est déjà tout pris en fonction de où j'en suis dans le processus. J'ai toujours le même planning pour chaque formule. J'ai créé des formules aussi toutes faites pour pouvoir avoir en fait toujours le même process. Donc ça a vachement changé, puisqu'au tout début, voilà, je m'éparpillais un petit peu, je savais peu où j'en étais, je faisais un peu de tout. Un coup j'envoyais un mail, un coup j'envoyais un mail différent. Depuis que j'ai mes processus, que j'ai tout mis à plat, en fait tout est fluide, tout passe très vite. J'ai diminué mon temps d'administration, mais je pense des 3/4. Ouais, du coup je pense que c'est vraiment ça qui a évolué dans ma manière de travailler. Ensuite, qu'est-ce qui a évolué aussi? Je pense que c'est au niveau de mon inspiration. Je pense qu'avant je m'inspirais beaucoup de Pinterest, de ce que je voyais à droite à gauche, et au fur et à mesure du temps, de plus en plus, je me fais confiance et je pars de rien. Enfin, de rien, je pars pas de rien, mais je pars pas forcément avec des exemples ou avec des inspirations. Je pars avec des univers, des textures, des photos, des images, des sentiments, des émotions, et pas forcément des exemples de logos existants, des exemples d'illustrations existantes. J'essaie de plus en plus de sortir de ça et d'avoir vraiment qu'un mood board avec des univers sans forcément de logo prédéfini, et après moi j'apporte ma patte dessus. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Ensuite, quels ont été tes plus gros fails ou erreurs? Ouh là là, c'est dur ça. Mon plus gros fail, ma plus grosse erreur. À part cette cliente, mais bon, on a compris. Et en soi, je vois pas ça comme une erreur ou un fail, puisque
bah, je pouvais pas anticiper que c'était une mauvaise cliente et je pouvais pas anticiper tout ce qui allait se passer puisque le début de la prestation s'est très bien passé. C'était au moment où il fallait payer que il y a eu un problème. Donc je pouvais pas anticiper ça, donc je considère pas ça comme un fail ou une erreur. Et derrière, j'ai su rebondir pour me dépasser et pour revoir toute mon entreprise. Donc même malgré ça, ça a été tellement une bonne leçon que je peux même pas dire que ça a été un fail ou une erreur. C'est pas une grosse erreur, mais je dirais voilà que c'est une petite erreur quand même. C'est de vouloir toujours attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Parfois, des fois, il faut juste se lancer, que ce soit par exemple avec YouTube ou peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la meilleure caméra, d'avoir le meilleur micro, machin bidule pour vous lancer. Des fois, voilà, il y en a, ils se lancent avec juste un téléphone et ça fonctionne pour eux. Et ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, je pense que ça restera quand même toujours YouTube. Moi, je suis une grosse consommatrice de YouTube. C'est le réseau social que je consomme le plus. Je suis très peu sur Instagram. Je suis quasiment pas du tout sur TikTok. Et en plus de ça, moi, ce qui me passionne dans la vie, au-delà du graphisme, c'est le film, c'est les séries, c'est les jeux vidéo, c'est les mangas, les animés. Donc forcément, rejoindre ma passion un peu de tout ce qui est vidéo à mon travail, c'était un truc... comment dire, irréalisable pour moi, irréaliste, inenvisageable, et de voir qu'aujourd'hui, en fait, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Je suis youtubeuse. C'est horrible de dire ça. C'est ma plus grande fierté parce que voilà, maintenant je m'en fous en fait de me montrer, je m'en fous qu'on me juge, je m'en fous, je suis juste contente d'être là, je suis juste contente de vous parler, je suis juste contente d'avoir vos retours, je suis juste contente de la communauté que j'ai réussi à créer, je suis juste contente du contenu qu'on fait, des échanges qu'on a, donc franchement, fierté plus, merci encore 1000 fois à vous. D'ailleurs, on atteint bientôt les 10 000 abonnés. Si on n'a pas atteint les 10 000 abonnés quand j'ai atteint cette vidéo, abonnez-vous tout de suite maintenant pour que je puisse avoir 10 000 abonnés. Comme ça sera un gros check sur ma liste de cette année. Ensuite, on va parler donc relations clients. Quel type de clients tu attires aujourd'hui? Comment tu gères les clients compliqués, les demandes abusives et quelles sont tes limites aujourd'hui dans ta manière de travailler avec les clients? Donc avec quel type de clients je travaille aujourd'hui? En fait, j'attire vraiment ma cible. C'est-à-dire que moi, ma cible, c'est des marques qui se lancent. Alors, on va dire à 90%, il y a toujours 10% où c'est des marques bien installées qui font appel à moi, mais en tout cas, moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui se lancent parce que j'ai moi-même été ma cible avec ma marque de cosmétiques. J'ai été dans ce début, ce process créatif là où on a vraiment cette flamme, cette passion et qu'on veut créer et qu'on est à fond et que c'est notre bébé et on l'a pas encore lâché. Donc voilà, j'aime beaucoup accompagner les gens pendant cette période-là, leur montrer que leur bébé, je le prends vraiment comme une nounou, c'est mon bébé à moi aussi le temps d'un instant et voilà, transmettre leur message, transmettre toute leur passion à travers l'identité visuelle, c'est vraiment quelque chose qui me transcende, qui me plaît énormément. Donc ouais, j'attire ce genre de clients, souvent des femmes aussi, je pense à 98%, j'ai des clients qui sont des femmes. Et voilà, en vrai, c'est exactement la cible que je cible, donc très contente de voir que en fait ma stratégie elle fonctionne. Et au niveau de la niche, ça, au début j'étais donc forcément par rapport à ma première activité très fixée sur le bien-être, la cosmétique, etc. Au fur et à mesure, j'ai voulu agrandir mon terrain de jeu et c'est le cas aujourd'hui. Je travaille avec des projets complètement différents. Là, si je repense à mes derniers projets en date, il y a eu une photographe, il y a eu une décoratrice intérieure, il y a eu une création de livres jeunesse, livres souvenirs, il y a eu un café. Il y a eu une marque d'application de sport. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment des trucs très variés. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que voilà, c'est toujours des projets hyper différents, des personnes différentes, mais toujours pareil, des femmes hyper motivées, passionnées par ce qu'elles font. Et donc voilà. Les clients compliquées ou les demandes abusives, en vrai de vrai, depuis cette cliente, j'en ai plus jamais eu. J'ai plus jamais eu de clients compliqués ou de demandes abusives. En fait, tout simplement parce que mon process fait qu'aujourd'hui, je me positionne déjà en tant qu'experte et pas juste en tant que un petit freelance qu'on prend comme ça. Et je me positionne, surtout mon process fait qu'en fait il peut pas y avoir de dérive, il peut pas y avoir de choses abusives, tout est réglementé, tout est carré, tout est... on a un planning avant pour savoir quand est-ce qu'on doit faire quoi, quand, où, combien d'ajustements on a le droit et si je veux en rajouter, combien je dois payer en plus. Enfin bref, tout est cadré, ce qui fait qu'on peut jamais sortir du cadre. Et surtout, j'ai appris à accompagner mes clients
à partir du principe que mes clients, c'est la première fois qu'ils travaillent avec une graphiste, donc c'est à moi aussi de un petit peu les éduquer de comment ça va marcher, comment ça va fonctionner, quel est mon processus, de les prendre un peu par la main. Souvent, c'est des personnes qui, peut-être même des fois, n'ont jamais fait appel à un prestataire, encore moins un freelance, et peut-être même encore moins un graphiste, une graphiste. Donc voilà, c'est important aussi de prendre en compte cet accompagnement au-delà de juste la prestation. Et quelles sont mes limites? En fait, tout simplement, déjà, première chose, c'est que je me positionne, ça je le dis très souvent, je suis pas une graphiste exécutante. Vous avez votre vision, vous avez ce que vous avez envie de transmettre, je demande à mon client ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, mais on va pas forcément faire ça. Quand mes clients font appel à moi, ils savent direct que on va faire appel à ma vision, à mon expertise, à mon expérience, mon style, etc. Et très souvent, on fait appel à moi pour ça, donc ça, je suis très contente, ça veut dire que mon message passe. On vient pas me voir avec un copier-coller, voilà, je veux ça, je veux tel logo, je veux tel truc, tel machin, je l'ai dessiné, fais-moi ça. Moi, c'est pas ce que je fais, je suis pas graphiste exécutante. Donc, à partir du moment où je suis positionnée comme ça cadre déjà beaucoup la relation qu'on a ensemble, tout en restant quand même de bonne humeur. On n'est pas non plus alarmé, des fois c'est un peu plus souple, des fois, voilà, on reste quand même dans une bonne énergie. Et aussi, donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai appris aussi à pas forcer. C'est-à-dire que même si je suis pas une graphiste exécutante, si à un moment donné, mon client, c'est très rarement arrivé, hein, mais ça m'est arrivé quand même 2-3 fois de... Bon, allez, écoute, il veut pas m'écouter, il veut pas faire ce que je veux, c'est pas grave, je vais faire un pas vers lui. Ne cherchez pas forcément tout le temps à vouloir, même si vous n'êtes pas graphiste exécutant, à absolument devoir convaincre votre client. Non, vous devez absolument faire comme ça, mais non, je vous jure, faites comme ça. À un moment donné, si ton client, il veut son truc, fais-lui son truc, et puis je le mettrai juste pas dans mon portfolio, c'est tout, mais voilà, à un moment donné, le client est roi, comme on dit. Donc moi, voilà, j'aime toujours avoir la vision du client, ma vision à moi, et faire un mix entre les deux. Alors bien sûr, après on prend en considération tous les acteurs et tout l'environnement de la marque, mais voilà, entre guillemets, je prends ma vision et celle du client et je la fusionne. J'aime bien moi faire comme ça, parce que je veux vraiment que mon client soit content, fier de son individuel, même peut-être qu'il sente aussi qu'il y a eu un peu sa patte à l'intérieur, mais voilà, il faut que les décisions finales, qu'il écoute en tout cas mes conseils. Maintenant, on va parler argent et tarifs. Alors comment as-tu fixé tes premier tarif, qu'est-ce qui t'a aidé à mieux vendre ton travail, augmenter tes tarifs, combien tu gagnes aujourd'hui en moyenne et quel est ton rapport avec l'argent, est-ce qu'il a changé depuis que tu es freelance. Donc déjà, comment j'ai fixé mes premiers tarifs, c'est ce que j'apprends à mes élèves dans la formation, et d'ailleurs c'est un tableau que je vous mettrai à disposition sur mon site, je pense à la rentrée. Tout simplement, bête et méchant, au début quand tu te lances, tu prends tes charges pro, tu prends tes charges perso, tu prends les cotisations, le nombre de jours où tu travailles, le nombre de jours où tu travailles pas, etc. Bref, tu fais une petite embouille, ça va te donner un chiffre d'affaires minimum à atteindre. Voilà, déjà tu pars sur cette base-là, c'est ce qui va t'aider à savoir combien tu dois faire pour être au moins rentable. C'est le début, c'est comme ça. Parce que souvent on dit au début, oui mais non, faut pas que vous mettiez un taux horaire, il faut que vous fassiez, faut pas que tu vendes ton temps de travail, il faut que tu vendes un résultat. Oui mais bon, en même temps quand tu te lances, il faut quand même poser une base. Donc moi je t'apprends au moins à ce que ta base, le truc que tu lances, ça te permet au moins d'être rentable. Voilà, déjà juste ça. Après forcément, deuxième conseil, quand tu commences un peu à évoluer et que voilà, les mois passent, ton entreprise commence à prendre un petit peu d'ampleur, tu es rentable. Mais avec le temps, moi ce que j'ai appris aussi, c'est que je vends plus juste une prestation, je vends plus juste une formule, un logo, un pack avec des choses à l'intérieur, je vends aussi moi, ma personnalité, ma bonne humeur, mon ambiance un peu cool, un peu chill, pas trop prise de tête. Je vends aussi ma passion pour le graphisme. Je vends mon cœur aussi, parce que je mets toute mon âme et mon énergie et mon amour en fait du graphisme dans mes projets clients. Et je pense que ça fait aussi partie de mon tarif aujourd'hui. C'est que voilà, quand tu viens travailler avec moi, tu sais que tu vas avoir aussi tout ça derrière, toute mon implication, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui mes tarifs évoluent, que mes tarifs, j'hésite pas à les augmenter si j'améliore mon matériel, si j'améliore quelque chose dans mon processus client, si je veux accepter moins de clients parce que je veux être encore plus à fond derrière mes prestations et derrière mes clients, du coup voilà, c'est forcément j'en prends moins, j'augmente, enfin voilà, j'ajuste au fur et à mesure avec le temps. Alors combien tu gagnes aujourd'hui en moyenne? Donc je vous ai fait un petit rappel donc de la première année. Donc la première année j'avais fait environ 10 000 € de chiffre d'affaires. Si je le lisse, ça fait à peu près du 830 € par mois, sachant qu'en fait c'était plus genre 400, 600, puis 1000 et quelques, donc bon, c'est pas vraiment 830 par mois, mais voilà, cette première année, elle a été très compliquée, puisqu'au début, elle a super bien marché, puisque je vous rappelais, je travaillais avec cette grosse entreprise, plus des missions clients, ce qui fait que j'avais un bon chiffre d'affaires, puis j'ai eu cette cliente-là en milieu d'année, qui m'a bousillé tout mon mood, et en fait, j'ai passé quasiment
toute la fin d'année à rebosser sur mon entreprise, à tout revoir, etc. Donc entre cette cliente et bon, la révision de tout mon process, de toute mon entreprise, ça fait qu'il y a plusieurs mois où j'ai généré pas beaucoup. Donc voilà, ce qui fait qu'on était pas très élevé cette première année, mais c'était plus ou moins voulu. Deuxième année, du coup, on était environ à 35 000 € l'année, donc on était à peu près à 3 000 € par mois. Et la troisième année, on était à 42 000 €, donc environ à 3 600 € par mois. D'ailleurs, j'ai atteint le seuil de TVA. Ça, voilà, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans je ne sais plus quel bilan. Mais j'ai atteint le seuil de TVA, donc c'est fait que maintenant je facture de la TVA aussi sur mes prestations, parce que j'ai atteint le palier. Objectif de cette quatrième année, du coup, de cette évolution, quatrième année, je me suis marqué 60 000 € de chiffre d'affaires, puisque je vous en avais parlé pareil dans un bilan, j'ai pour objectif d'atteindre les 5 000 € par mois. Pour l'instant, depuis le début de l'année, comme vous avez vu au niveau du bilan, ça a été validé quasi tous les mois. Je crois que le mois de mai, ça n'a pas été validé, parce que forcément, j'étais au Japon, et donc j'ai pas travaillé, mais j'ai eu des paiements des autres mois qui sont arrivés, puisque quand je vous parle de mes chiffres d'affaires, etc., dans les bilans trimestriels, je parle toujours du chiffre d'affaires que j'encaisse et pas du chiffre d'affaires que je génère, parce que en vrai, si je parlais du chiffre d'affaires que je génère, il serait toujours plus élevé, ce qui fait que voilà, là j'ai eu des clients pour qui j'ai travaillé et qui ont payé, par exemple, j'ai eu une prestation à 3 000 € qui s'est fait étaler sur 4 mois, donc voilà, en mai, j'ai quand même encaissé des clients, puis j'ai eu quand même quelques petites ventes de templates, une vente de formation. Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui nous ont rejoint dans la Yun Academy, donc voilà, il y a quand même un peu de rentrée d'argent. Voilà, donc ce qui fait que moi, environ tous les mois, je me verse entre 2000 et 2500 € par mois. Tout le reste, je le laisse de côté, et même dans l'argent que je me verse, il y a de l'argent que je mets de côté aussi, que j'épargne. Et donc du coup ça me vient à la question de est-ce que mon rapport à l'argent il a changé depuis que je suis en freelance. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je viens d'une famille assez modeste et surtout de parents qui m'ont toujours inculqué des valeurs de l'argent très fortes. C'est-à-dire que depuis très jeune, j'ai appris à faire attention à l'argent, de pas dépenser n'importe où, d'économiser, de bien réinvestir, etc. Déjà, moi, j'ai pas peur de parler d'argent, j'ai pas peur de dire que je gagne beaucoup, pas beaucoup, enfin bref, j'ai pas de rapport comme ça à l'argent. Mais par contre, le rapport que j'ai, c'est que j'ai du mal à dépenser de l'argent. Ouais, je sais, il y en a, ils dépensent facilement. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de dépenser de l'argent. Je pense que la peur du manque fait que j'ai peur de dépenser, mais c'est surtout j'ai peur de dépenser dans des choses futiles. C'est-à-dire que dépenser par exemple dans un micro, dépenser de l'argent dans un ordinateur, dépenser de l'argent dans des choses où je vais y trouver une utilité pour mon travail ou pour ma vie personnelle, c'est ok. Par contre, dépenser pour des futilités, genre je prends un exemple tout bête, mais quand j'étais au Japon, j'ai acheté des trucs utiles. Mais par exemple, il y a un endroit à un moment donné où je suis allée, où il y avait plein de stickers, des trucs... en vrai, des stickers, c'est hyper futile, ça sert à rien. Mais en vrai, c'est joli. Mais du coup, je me suis dit, mais vas-y, tu vas pas dépenser pour ça sert à rien. Des stickers, enfin, c'est nul. Et ou des petits carnets, des trucs comme ça, des stylos, machin. Et du coup, je les ai pas achetés. Alors qu'en vrai, j'avais trop envie, et je crois que j'en ai acheté qu'un seul, un agenda. Voilà, j'ai trouvé une utilité à un agenda. Mais ouais, quand c'est des trucs un peu futiles comme ça, qui me font plaisir, mais où je vois pas trop d'utilité, que ça va pas me servir, c'est horrible de dire ça, mais si ça me sert pas dans mon entreprise, en vrai, j'ai du mal à le dépenser. Là, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais j'en avais parlé dans une vidéo, je me suis acheté un Dyson, donc pour mes cheveux. Mais ça a été un truc de fou pour moi de me dire purée, je me suis acheté un Dyson, genre... Il a fallu du temps avant de me dire que j'allais mettre de l'argent dans un truc pour me coiffer, genre. C'était tellement futile pour moi, et alors qu'en vrai, ça me procure du plaisir, du bien-être, donc en fait, c'est pas futile, ça me fait du bien, ça me fait me sentir bien et tout, donc... puis c'est rare quand même, donc voilà. Mon rapport à l'argent, il est assez particulier à ce niveau-là. Après, voilà, j'ai quand même de l'ambition au niveau argent, j'ai de l'ambition... de l'ambition, oui et non. En fait, moi, ma situation d'aujourd'hui me convient très bien. J'ai juste de l'ambition que de pérenniser le truc et que ça dure le plus longtemps possible. Mais en tout cas, voilà, de rester à mon compte toute ma vie, c'est tout ce que je me souhaite. Ensuite, niveau organisation, à quoi ressemble une semaine type pour toi aujourd'hui? Comment tu gères ta charge mentale et ton organisation? Et est-ce que tu arrives à couper, à avoir un vrai équilibre pro-perso? Donc déjà, pour ma semaine type, il y a quelques temps, je vous avais filmé une semaine avec moi, je crois. Enfin, je sais plus, ou une journée avec moi, où je vous montrais où je me levais à 5h du matin. Mais malheureusement,
En fait, ça, j'adorais ce rythme, hein. Mais quand je suis partie au Japon pendant un mois, je n'ai plus du tout tenu cette routine et depuis, je ne l'ai pas repris. Et ça me manque parce que vraiment, c'était trop bien et je vois vraiment la différence quand je le fais et quand je le fais pas. Donc je pense qu'à la rentrée, là, je pense que je vais laisser passer cet été peut-être et à la rentrée, je le reprendrai ce rythme-là parce que c'est un rythme qui me convient trop. Et là, je vois que c'est pas mon rythme naturel à l'heure à laquelle je me lève. J'ai pas forcément de vraie semaine type. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il n'y a aucune semaine qui se ressemble. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, sur 5 semaines, j'ai une journée qui va être réservée à YouTube. Sur les 4 jours qui restent, en général, le matin, je travaille pour mes clients et l'après-midi, je travaille soit sur ma création de contenu, soit sur mes projets, soit sur ma formation, sur tous les autres trucs à côté, quoi. D'ailleurs, ça me fait faire une petite parenthèse puisque tout le mois de juin, comme je savais que j'allais faire cette vidéo-là pour les 3 ans, je me suis timée sur tout ce que j'ai fait au mois de juin. Donc c'est pas forcément hyper représentatif parce que chaque mois est un peu différent, mais quand même. Au mois de juin, j'ai travaillé 144 heures, ce qui représente environ 36 heures par semaine. Et je suis pas contente parce que moi, vraiment, mon objectif de vie, c'est de travailler 25 heures par semaine. C'est-à-dire je veux travailler 5 heures par jour. Mais forcément, je vais travailler un peu le week-end, le truc, le machin, donc j'en viens à travailler 36 heures par semaine. Ensuite, j'ai eu une petite répartition de tout ça. Donc j'ai au plus gros 39%, 54 heures qui provient des clients, de toutes mes missions clients. J'ai ensuite juste en dessous 30% qui provient, donc 42 heures de YouTube, donc ça peut être du tournage, ça peut être les retours sur les vidéos, ça peut être les miniatures et compagnie, les scripts. Ensuite, qu'est-ce qui vient juste après? On a 14%, c'est Studio Yuna, donc là-dedans vous allez retrouver ma comptabilité, vous allez retrouver mon démarchage, si c'est du démarche, bon je fais pas de démarchage, mais en gros je réponds aux demandes entrantes, enfin bref tout ce qui est administratif, les réponses aux mails et compagnie. Dans 10%, vous avez 13 heures à Twitch. Alors ça c'est une petite entrée, ça a glissé. Donc ça vous montre bien que j'arrive sur Twitch, je suis pas en repos, je suis en train de travailler mon arrivée sur Twitch. Je dis ça, je sais même pas pourquoi j'ai passé 13 heures dessus. Je sais que j'ai travaillé avec Laura, une illustratrice, qui m'a fait des petites scènes. Vous verrez ça bientôt. Donc on a travaillé, on a fait pas mal d'allers-retours sur ça. J'ai aussi config un peu tout mon OBS et compagnie. Enfin bref, je commence pas à vous parler avec de langage Twitch, mais bref, j'ai fait plein de petits trucs, ça m'a pris 13 heures au mois de juin. Et ensuite, j'ai 7%, donc 10 heures, qui ont été consacrées à la Youn Academy, les préparations des lives mensuels, le live mensuel avec les élèves, ça peut être aussi discuter avec eux sur le Discord. En général, je crois que quand je discute avec eux sur le Discord, je mets pas le temps, donc ça fait pas partie. Par contre, si je réponds à des mails, si je réponds à des demandes, etc., ça, on me demande très souvent des informations sur la formation en mail. Donc ça fait partie de ces 10 heures là. Voilà un petit peu pour la répartition de mon organisation. Comment je gère la charge mentale, est-ce que j'arrive à couper, avoir un vrai équilibre pro-perso? Donc comment je gère ma charge mentale? Je fais une DEP par mois. Souvent quand je suis dans une zone particulière du cycle féminin, je fais une DEP par mois. Mais cette DEP, elle me permet de tout revoir, tout remettre en question. Et ce qui est cool, c'est que j'arrive toujours à sortir de ça. Je rigole quand je dis DEP, attention, faut faire attention avec les mots qu'on emploie, mais voilà, je suis en déprime. Voilà, je suis vraiment en déprime, mais c'est vraiment assez fort et assez intense. C'est pour ça que je pèse mes mots quand même quand je dis ça, mais vraiment j'ai repéré que c'était vraiment par rapport à mon cycle féminin. Et donc voilà, maintenant j'ai appris à le comprendre, j'ai appris à me connaître et je fais pas trop cas quand je suis dans cette période-là. Mais cette période-là me permet de remettre quand même les choses un peu en question, comme si j'avais un prestataire extérieur qui venait dans mon business et qui venait dire ouais alors ça c'est comme ça il faut pas faire ça. Et surtout, est-ce que j'arrive à couper, avoir un vrai équilibre pro-perso? En fait non, c'est quand même très dur de séparer les deux. Comme je l'avais dit dans une vidéo, moi je suis plus partisane de trouver un moyen de faire fusionner les deux et de faire collaborer les deux, plutôt que vraiment faire les deux distincts en mode quand je suis perso, je calcule plus le pro, et quand je suis au pro, je calcule plus le perso. Moi, ça, j'y arrive pas à le faire. Donc, au lieu d'essayer de combattre et de me battre tous les jours à essayer de faire ça, j'ai essayé de trouver un moyen de fusionner les deux. Et c'est pour ça qu'avec mon organisation que j'avais quand je me levais à 5h du matin, elle était trop cool, parce que dans ma journée, j'avais des tâches autant pour du perso que du pro, tout se mélanger, et au final, à la fin de ma journée, en fait, j'avais l'impression d'avoir juste vécu une journée normale et pas forcément avoir fait mon temps de travail et mon temps perso. Et sinon, après, quand je suis partie au Japon, donc je suis partie 3 semaines, on va dire, en fait, j'ai grave réussi à couper là-bas. C'est-à-dire que vraiment, quand j'étais là-bas, je pensais pas du tout au travail. Je pensais beaucoup à vous. J'avais trop envie de partager des choses avec vous. C'est vrai que je poste pas beaucoup en story. Dites-moi si ça vous intéresse que en story Instagram,
je vous partage un peu plus de mon quotidien. Mais en tout cas, j'ai complètement coupé. J'avais juste par contre envie de vous parler. J'étais contente quand il y avait quand même des vidéos qui sont sorties de pouvoir échanger avec vous en commentaire. Ça, je l'ai quand même continué à le faire. J'ai pas du tout pensé au travail. De toute façon, j'avais coupé tous les clients. Tous mes clients étaient au courant que j'arrêtais, donc j'ai pas été sollicitée, etc. Mais par contre, à la fin des 3 semaines, en fait, j'avais envie, même au bout de 2 semaines, j'avais envie de reprendre le travail. J'avais envie de rester au Japon, j'avais pas envie de rentrer en France, je vais pas vous cacher. Mais j'avais envie que le travail vienne à moi et de pouvoir ramener en fait mon ordinateur et continuer à travailler au Japon. Mais ouais, ça m'a manqué quand même de travailler, donc je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire que voilà, je me plais dans ce que je fais, donc ça c'est cool. Ensuite, petite leçon, conseil. Quel conseil tu donnerais à un ou une graphiste qui veut se lancer en freelance aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait selon toi un ou une bonne freelance, au-delà du design? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? C'est quelque chose que je savais pendant ma première entreprise et que je me dis si on me l'avait vraiment bien expliqué, j'aurais pu mieux fonctionner. C'est tout simplement de sortir de sa grotte, je vous le dis souvent, mais être visible, pas forcément en te montrant sur ton visage, mais être visible. Et en fait, moi je sais que j'étais dans un petit village, je faisais ma petite marque de cosmétiques et en fait, je faisais pas assez de bruit. Je me montrais pas, que ce soit moi ou ma marque, mais voilà, il faut te montrer. Il faut que tu fasses de la pub, il faut que tu en parles, il faut que tu oses en parler, il faut que dès que tu rencontres quelqu'un, t'en parles, il faut que tu fasses tourner des réseaux sociaux, que tu animes une communauté. Encore une fois, tu peux faire la même chose sans te montrer, parce que souvent on me dit que c'est ça, et j'ai 1 milliard d'exemples à vous donner de personnes qui fonctionnent très bien sans montrer leur visage. Donc ça tient pas de ça, mais être visible, toi ou ta marque, il faut que vous soyez visible. Et ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux te donner, c'est que faut que tu sois visible. Si tu te lances demain en tant que graphiste, si quelqu'un a besoin d'un graphiste, il faut qu'il te voie. S'il te voit pas, il pourra jamais faire appel à toi. Et donc quel conseil je pourrais vous donner? En fait, je pourrais juste vous donner ce que moi j'ai mis en application, tout simplement de t'entraîner, de continuer à entraîner en fait ta créativité. J'avais fait une très bonne vidéo sur tous mes conseils pour développer ta créativité, donc n'hésite pas à aller la voir. Faire des projets fictifs dans des niches qui te plaisent, les montrer tes projets fictifs au fur et à mesure. Il y a les marques, elles vont tomber dessus et elles vont dire purée, c'est exactement ça que je voulais pour ma marque, donc je fais appel à cette personne. Donc voilà, continuez à montrer tout le temps ce que vous faites. Ça peut être aussi, alors encore plus si vous êtes ok avec vous montrer, montre ta personnalité, montre ce qui te différencie, montre ce petit truc en plus en fait ce truc en plus que t'as, c'est toi. Qu'est-ce qui fait selon moi une bonne freelance au-delà du graphisme, je dirais, c'est d'être rigoureux, avoir confiance en soi, en ce qu'on fait. Donc déjà être rigoureux parce que voilà, ça va te demander de l'organisation, ça va te demander d'être constant, d'être régulier. Donc voilà, il faut que tu aies une certaine rigueur dans ton travail, parce que si tu commences trop à être volatile, à dire un jour je travaille pas, un jour je poste pas, ça va être compliqué à te développer. Deuxième conseil que j'ai dit, c'est avoir confiance en toi, confiance en ton travail. Il faut que voilà, tu es ton meilleur vendeur, donc si t'as pas confiance en ton travail, il y a personne qui va avoir confiance en toi à ta place. Donc il faut vraiment que tu défendes tes idées, que tu sois fier de ce que tu fais, que tu sois voilà. Et le troisième chose que j'ai dite, c'est ah oui, ne pas avoir peur de la critique. Quand je dis ça, c'est parce que si tu as hyper confiance en toi et qu'il y a quelqu'un qui te donne une critique, et c'est toujours de trouver ce petit truc constructif dans la critique, tu vois, comme moi, je te reparle de cette cliente un peu qui a été compliquée, elle a été très critique, mais bon, il y a des choses qui étaient à jeter, mais il y a des choses qui étaient à prendre, et il y a des moments où je me suis dit, attends, si elle me fait cette remarque, cette critique-là, c'est peut-être que moi, derrière, il y a un truc qui n'était pas au clair. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas été assez expressif, peut-être qu'à un moment donné, je me suis pas fait entendre, peut-être qu'à un moment donné, j'ai pas assez bien posé mes limites. Et tout ça, en fait, ça fait que maintenant, je prends beaucoup mieux la critique, et je prends pas la critique comme une attaque, comme un coup de poignard qu'on me met, mais plutôt comme voilà, une petite lettre, tu devrais peut-être faire attention à ça, et je le prends en considération et je m'améliore. Et c'est ce qui me permet en fait de continuellement m'améliorer. J'ai plus du tout le même rapport à la critique qu'avant. Et il faut être ok avec ça, parce qu'il faut pas que chaque critique, chaque petite fail, ou par exemple si un client il a pas trop aimé ton projet, que ça remette tout en question. Faut pas à chaque fois, voilà, faut pas. Voilà. Bon, on finit avec le petit chapitre sur mes perspectives et la clôture de ces 3 dernières années. Où te vois-tu dans 3 ans? Déjà, j'aimerais beaucoup que cette chaîne YouTube, elle ait grandi. Ça, c'est mes objectifs chaque année de toute manière. J'ai envie que ma part entre mes clients et YouTube commence un petit peu à s'égaliser. Parce que je m'amuse tellement en fait sur YouTube que voilà, j'ai vraiment envie de développer ça. Et je pense qu'il y a plein de belles choses, des trucs trop cool qui arriveront en septembre, que je suis en train de mettre en place là cet été. Et j'espère qu'en septembre, la chaîne prendra un autre virage. J'y travaille en tout cas. Et autre objectif, c'est que, écoutez,
J'ai un métier qui me permet de pouvoir travailler de partout dans le monde. Je viens de voyager au Japon. Je pense que pour ces 3 prochaines années, j'ai envie de voir un peu du pays. J'ai envie de voyager un petit peu plus, voire même travailler de temps en temps, pas en mode digital nomade, mais presque, pourquoi pas. Tenter l'expérience de partir quelques mois par ici, quelques mois par là. Ensuite, as-tu des projets à venir que tu veux partager? Premier projet qui arrive, c'est Twitch, vous le savez. J'ai quand même passé 13 heures le mois dernier sur Twitch, donc j'espère que ça va vite arriver. Normalement, là, ça va arriver très très vite. De toute façon, je vous tiendrai au courant avant, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que ce sera le premier live parce que vous voulez pas le louper. Vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si c'est pas le cas, allez me suivre sur Insta, vous verrez sûrement un truc passer. La rentrée aussi, ménage de printemps sur mon site internet, je vous en avais parlé dans mon dernier bilan, normalement il devait être fait avant que je parte au Japon, il y a eu des contretemps, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je me souhaite qu'en septembre, tout soit mis au clair avec mon site internet et toute cette partie-là. Et voilà, parce que sur mon site internet, sur ma boutique aussi, j'ai envie de vous mettre plein d'autres outils à disposition. Donc voilà, j'espère que d'ici septembre, tout ça sera mis en place. Un mot de la fin. À ton toi d'il y a 3 ans. Alors c'est un peu deep ce que je vais dire là. Il y a 3 ans, si je remonte à 3 ans, c'était une année pour moi qui était très compliquée d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue santé, comme vous le savez. Ça a été vraiment une année, non pas horrible parce que c'était en même temps une très belle année et en même temps une année très compliquée. Et donc moi je dirais à la personne, enfin à la moi d'il y a 3 ans, de continuer d'y croire et que ça va enfin payer. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que à l'époque quand on disait, vous savez, on entendait souvent si tu veux tu peux, il suffit d'y croire et tu vas y arriver, si tu t'acharnes au travail, normalement il n'y a aucune raison que ça marche pas, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et pourtant moi dans ma première entreprise, pendant 6 ans, je me suis acharnée au travail, j'ai cru en moi fois 1000. Et en fait, le résultat de tout cet acharnement, ça m'a juste provoqué des problèmes de santé. En fait, mon entreprise n'a pas assez fonctionné pour que je la continue. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'arrêter quand j'ai fait ma première année en tant que graphiste. Mais je me suis dit, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de t'inquiète, continue encore un tout petit peu, tu vas voir, ça va fonctionner. Et voilà, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que voilà, la vie de freelance, c'est tomber, se relever, galérer, continuer, s'arrêter, reprendre, fêter les petites victoires quand il y en a aussi. Ne pas attendre forcément d'avoir je sais pas combien pour fêter des petites victoires. Vous avez réussi une prestation, fêtez-le. Vous avez signé un nouveau devis, fêtez-le, etc. Fêtez les petites victoires. Il y en a qui iront plus vite parce que ils vont croiser certaines personnes, ils vont avoir certaines opportunités. Mais moi, je veux déjà que vous sachiez que j'ai 32 ans. Je veux le préciser parce que j'ai 32 ans, je me suis lancée du coup à 29 ans. Ouais, 29 ans. Et j'arrive à peine maintenant à vivre, enfin depuis 2-3 ans maintenant, mais à vivre de mon activité. Mais voilà, ça veut dire que j'ai commencé à vivre de mon activité à 30 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont peut-être 20 ans, 22 ans, 25 ans, 26 ans. Donc soufflez, regardez, j'ai 32 ans. Vous avez du temps devant vous. Mais ouais, vous avez du temps. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, il y en a qui vont rencontrer les bonnes personnes, qui vont avoir les bonnes opportunités. Moi, sachez que j'ai jamais rencontré cette personne qui m'a pistonné. J'ai jamais eu une bonne opportunité de il faut que je saisisse cette opportunité, ça va tout changer pour moi. Jamais eu ça. Moi, tout ce que j'ai eu au jour d'aujourd'hui, je l'ai eu grâce à mon travail, grâce à le temps et l'énergie que j'ai mis dedans. Je remercie aussi grâce à mes parents et on dirait que j'ai eu un prix. Je remercie mes parents et mon mari pour leur soutien indéfectible. Bon, je rigole, mais en vrai, c'est vrai. J'ai eu un entourage qui m'a permis de tenir bon. C'est hyper important. Tout ce que j'ai réussi à atteindre comme palier, tout ce que le chiffre d'affaires que j'ai réussi à générer, toutes les opportunités que j'ai réussi à me créer, je les ai créées que grâce à moi, grâce à ce que je suis allée chercher avec les dents et avec les rames surtout. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que si en ce moment vous vous sentez peut-être un peu largué ou vous vous sentez un peu moins bien, ou vous vous dites purée pourquoi moi non, dites-vous que ça peut arriver et que vous pouvez même sans être né dans un milieu qui peut vous aider à atteindre tel ou tel objectif. Vous n'êtes pas né dans un milieu de riches, pas né dans un milieu avec des opportunités de fou, pas né dans un milieu qui a plein de contacts. Vous pouvez quand même y arriver. Donc ça, c'est cool. Et surtout, oser. Voilà, je crois que j'avais donné un conseil comme ça dans une autre précédente vidéo. Oser. Parce que c'est en osant, en sortant de votre zone de confort, etc., que vous allez vous créer vos propres opportunités. Voilà. Est-ce qu'on terminerait pas cette vidéo sur ça?
très cool d'avoir fait ce petit bilan là avec vous. On se souhaite qu'on continue comme ça encore 3 années et qu'on fera le bilan peut-être des 6 ans ensemble. Je vous souhaite du courage, je vous souhaite de passer un bel été. De toute façon, nous on continue de se voir, hein. Je serai encore présente tout l'été. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Je serais trop contente d'avoir vos retours sur tout ce que j'ai pu un peu vous partager dans cette vidéo, d'échanger avec vous si vous avez, voilà, c'est le moment partage là dans les commentaires, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien. Allez, on est là pour se soutenir entre nous. C'est l'été, c'est le moment un peu de remettre un peu tout en pause, de revoir un petit peu tout avant la rentrée de septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Je serai là pour échanger avec vous. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!